Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire. Un sujet qui suscite un intérêt croissant aujourd'hui et peut-être encore plus demain, la gestion long short appliquée aux dettes émergentes. Nous allons recevoir aujourd'hui le directeur commercial de Pictet AM, Yann Loin, qui va nous parler du fonds Sirius. On va explorer le contexte de marché qui aujourd'hui est un petit peu sujet à interrogation, la géopolitique, la valorisation du dollar, toutes ces choses-là. Yann va pouvoir nous en dire un petit peu plus. Bonjour Didier, merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Effectivement, c'est un sujet qui est assez complexe, mais dont on parle beaucoup actuellement, la dette émergente, parce que l'on estime, comme beaucoup d'autres, on est assez consensuel à ce sujet-là chez Pictet, qu'il y a un intérêt aujourd'hui à faire revenir les investisseurs. Alors, pour resituer un petit peu Pictet dans ce monde de la gestion de dette émergente, ça fait à peu près 20 ans chez Pictet que nous traitons cette classe d'actifs. Nous avons développé 10 stratégies d'investissement qui représentent aujourd'hui environ 10 milliards de dollars d'actifs sous gestion et qui mobilise une trentaine de gérants et analystes. Nous avons cette exposition au travers de 6 centres de gestion répartis à travers le monde qui permettent de couvrir aussi les différentes zones, puisque lorsque nous parlons de dette émergente, nous parlons à la fois de l'Asie du Sud-Est, nous parlons de l'Amérique du Sud et parfois même d'autres zones géographiques. Alors plus concrètement, pourquoi la dette émergente? Aujourd'hui, on évoquera une stratégie qui est market neutral, qui n'a pas forcément, qui est plus agnostique au marché, mais malgré tout, nous estimons qu'il y a un potentiel sur cette classe d'actifs pour plusieurs raisons. D'une part, alors parce que le dollar est faible, c'est vrai que généralement on a l'habitude de voir les marchés émergents performer à la fois sur la partie obligataire et actions lorsque le dollar est faible et on est entré dans un nouveau cycle baissier du dollar et nous estimons chez Pictet que cela va se poursuivre au minimum en 2026. Et puis nous avons des taux réels qui sont particulièrement élevés concernant les pays émergents. Nous sommes entrés certes dans une période de normalisation des banques centrales, mais l'inflation étant maîtrisée, les taux réels sont plutôt élevés et bien plus élevés que dans les économies développées. Concernant les métriques économiques, là aussi, il est important de rappeler que les pays émergents sont globalement moins endettés que les pays développés, avec une croissance supérieure aux pays développés, et puis aujourd'hui soutenus par de nombreux facteurs, alors à commencer par la hausse des matières premières, qui ont été soutenues à la fois par les métaux précieux et par les métaux industriels, à l'image du cuivre, par exemple, dans la transition énergétique, et puis aussi une moindre dépendance aujourd'hui au commerce international, et on l'a vu avec les barrières tarifaires qui ont été fixées par l'administration Trump, les pays émergents ont souffert de manière assez limitée. Et ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus d'échanges avec l'international, mais aussi entre ces pays émergents, qui permet de les couvrir, de les rendre quelque part plus imperméables au commerce international. Et aujourd'hui, c'est quasiment 50% des échanges qui se font entre ces pays émergents. Donc des économies qui sont beaucoup plus matures, qui sont beaucoup plus robustes, qui pour certaines d'entre elles ont réussi à mettre en place aussi de nombreuses réformes économiques. Je pense à l'Argentine par exemple, je pense au Nigeria, à la Côte d'Ivoire, et nous verrons, elles offrent un certain nombre d'opportunités que nous essayons de traiter suivant différentes stratégies d'investissement au travers de cette fameuse stratégie Sirius. Yann, si j'ai bien compris, en fait, l'univers des dettes émergentes aujourd'hui, par rapport à ce qu'on a pu connaître même avant la crise du Covid, où ça a été un changement fondamental entre comment nous, les pays occidentaux, comment on considère aujourd'hui la dette émergente, eh bien, c'est exactement ce que vous dites là aujourd'hui. Et comment vous allez, vous, chercher les opportunités avec vos centres internationaux, le développement, ce que vous avez mis au point, c'est plus ça ou c'est une analyse globale ou très géographique? Ce qu'il faut savoir avec les pays émergents, c'est qu'il y a énormément d'opportunités, mais qu'il faut avoir la capacité de traiter ces opportunités parce que chaque pays est très spécifique et il faut réussir à comprendre chaque pays. C'est dans cet esprit que la logique de plateforme Pictet est très intéressante parce que nous avons le setup nécessaire pour analyser les pays. Alors, nous nous concentrons chez Pictet sur des pays concernant cette stratégie-là qui sont des pays traités principalement par les investisseurs locaux. On essaie de trouver des pays où les ratios de Sharpe sont élevés, c'est-à-dire où globalement les taux sont élevés par rapport à la qualité du crédit, mais cela nécessite une expertise toute particulière et une implantation locale. D'ailleurs, nous ne travaillons que sur les marchés non spéculatifs où les acteurs locaux sont majoritaires. Donc c'est d'abord une question d'expertise. Ensuite, concernant cette fameuse stratégie Sirius, qui est pilotée par Philippe Petit, la particularité, c'est qu'elle est complètement neutre au marché. C'est-à-dire que nous sommes agnostiques au risque, bien qu'aujourd'hui la duration soit d'à peu près 2, nous sommes plutôt positifs, mais globalement, nous sommes agnostiques au risque, qui nous permet
eh bien finalement de générer de la performance quel que soit l'environnement de marché, que nous soyons dans un environnement risk-off, risk-on, un environnement désinflationniste, reflationniste, peu importe, et quelles que soient les périodes qu'a vécu le portefeuille depuis son lancement en 2020, il a réussi à constituer une performance stable et durable dans le temps. C'est ça qui est véritablement intéressant et ça tient véritablement au parcours de Philippe Petit, qui est le gérant, ancien patron de toute la partie émergente sur l'activité de dette de Pictet et qui est un ancien gérant pour compte propre. Et donc, il y a véritablement cette notion de volatilité, de relative value et sur laquelle il a basé aussi et construit sa carrière. Donc voilà un petit peu pour encadrer la stratégie, pour la présenter de manière très, très rapide. Ensuite, la particularité peut-être que l'on peut noter, c'est que Cyrus est investi sur les pays émergents, mais plus particulièrement sur les pays frontières, c'est-à-dire les pays qui sont à un stade un petit peu moins avancé en termes de développement et qui ont un avantage particulier dans l'environnement actuel, c'est qu'ils ne sont pas dépendants du dollar. Je vous disais tout à l'heure que les économies émergentes ont plutôt tendance à surperformer lorsque le dollar est faible. Donc le précédent cycle de dévalorisation du dollar que l'on a connu, c'était entre 2003 et 2011. Nous sommes entrés dans un nouveau cycle. Mais ce qui est intéressant avec ces économies pays frontières, c'est qu'elles sont complètement désensibilisées du dollar, complètement décorrélées du dollar. Et donc, elles peuvent performer quel que soit l'environnement économique et quel que soit l'environnement concernant les devises dans lesquelles elles se situent. Et c'est ça qui est particulièrement intéressant. Donc, elles sont décorrélées à la fois entre elles et décorrélées avec le dollar. Et donc, ça permet aussi d'avoir une source de performance et une stratégie complètement désensibilisée de l'environnement économique de manière plus générale, plus globale. Donc ça, c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant. Si on comparait en fait un fonds obligataire dette émergente en long only et le long short de Pictet, market neutral, quelles vont être les sources de performance, la volatilité, la duration? Qu'est-ce qu'on peut apporter comme différence entre les deux, indépendamment de la performance? Et puis, comme vous l'avez bien dit auparavant, en fait, il y a peut-être un monde qui a changé. Il faut peut-être regarder aujourd'hui les dettes émergentes d'une nouvelle façon, plus comme avant, mais avec maintenant un dollar plus faible, et puis avec l'émancipation, c'est comme ça que je l'appellerais, des pays émergents aujourd'hui. Oui, exactement. Alors, il y a plusieurs stratégies qui sont mises en place. C'est vrai qu'on ne peut pas véritablement comparer notre stratégie à une stratégie plus classique, je dirais, de portage de dette émergente, par exemple, parce que nous allons mettre en place des systèmes de gestion qui sont un petit peu différents. C'est-à-dire que nous travaillons sur 4 principaux moteurs de performance, qu'on appelle le relative value, c'est-à-dire l'arbitrage de courbes entre deux pays, chose que l'on a pu faire récemment entre l'Angola et le Nigeria, par exemple, et qui permet donc d'arbitrer un pays au profit d'un autre. Ce qu'on appelle les stratégies event-driven, c'est-à-dire que nous allons jouer, par exemple, l'ajout d'un pays dans un indice émergent, des revirements politiques. C'est aussi quelque chose qui arrive plus régulièrement que dans les économies développées dans ces pays-là. Et puis, d'autres stratégies de saisonnalité, par exemple, c'est vrai qu'on arrive à avoir une certaine prévisibilité de la performance parce que certains de ces pays, je prends l'exemple, le Kazakhstan, pays fabricant de matières premières, eh bien, est sujet à un événement financier tous les trimestres, c'est-à-dire que tous les 26 de chaque trimestre, il y a un événement de facturation de taxes, de dividendes, et la devise a tendance à s'apprécier à ce moment-là. Et donc, on va simplement jouer cette saisonnalité le 26 de chaque trimestre. Donc, il me semble que c'est en août, c'est en février principalement que les écarts dans le parcours de la devise sont importants. Et puis, dernière stratégie que l'on va jouer, c'est ce qu'on appelle le repricing, c'est-à-dire un changement de régime de devise, par exemple, d'un pays, la détérioration des notations crédit, la restructuration de la dette. Voilà, ce sont des choses que l'on peut jouer à la fois sur la partie longue et sur la partie courte en intervenant à la fois sur les taux et sur les devises. C'est ça qui est véritablement intéressant avec ces stratégies-là. Nous pouvons être longs, nous pouvons être courts. Nous avons globalement une exposition qui est neutre au marché, mais comparativement à une structure long only et de portage de dette émergente, nous avons cette capacité, encore une fois, quel que soit l'environnement de marché, de dégager des moteurs de performance positifs. Yann, au sein du portefeuille, il y a de la dette souveraine, il y a du crédit. Quelle est la place aussi de la gestion de la devise? Vous en avez parlé un petit peu auparavant. Est-ce qu'il est possible, mettons, d'arbitrer un long Nigeria et court une boîte indonésienne? Est-ce que c'est comme ça que ça se passe ou on arbitre du souverain avec du souverain Oui, et alors du crédit avec du crédit?
Alors, nous sommes principalement investis sur les taux et sur les obligations quasi souveraines, hein. Donc, les moteurs principaux, hein, c'est les taux, les quasi souveraines et les devises. Alors, effectivement, c'est ce que nous faisons assez régulièrement, hein. Prenons l'exemple de l'Ouganda, par exemple, pour vous donner un exemple, encore un exemple de saisonnalité, mais c'est un exemple qui me vient en tête. Typiquement, les producteurs de café, puisque l'Ouganda est un pays principalement producteur de café, s'approvisionnent au mois d'avril, il me semble, en engrais, en semences, et donc la devise a plutôt tendance à s'apprécier à ce moment-là, et vendent leur production plutôt en fin d'année, entre septembre et octobre, il me semble. Et donc la devise a plutôt tendance à se déprécier à ce moment-là. Et donc ce sont ces effets de saisonnalité que nous allons jouer. Nous allons également nous positionner typiquement sur les politiques de certaines banques centrales ou sur les changements de régime, hein. Prenons le cas de l'Ouzbékistan, par exemple. L'Ouzbékistan, c'était un pays qui était, jusqu'en 2017, géré suivant un régime, hein, plus ou moins communiste, qui s'est réorienté, on dirait une orthodoxie occidentale d'un point de vue économique. Et effectivement, les métriques sont bien meilleures. Et puis, l'Ouzbékistan est un pays qui a largement augmenté ses réserves de change parce qu'il y a eu beaucoup d'investissements étrangers, parce que l'Ouzbékistan est un pays producteur d'or aussi. Et donc, la Banque centrale achète directement à un seul producteur qui est étatique. Et donc, tous ces éléments-là font que la dette ouzbek est aujourd'hui de meilleure qualité. Donc, nous avons joué ce qu'on appelle cette stratégie de repricing et donc d'amélioration quelque part des métriques économiques de ce pays-là. Donc, on l'a fait également avec la Serbie plus récemment. Voilà un petit peu comment on travaille dans ce portefeuille-là. Donc, différentes stratégies à la fois de construction de position sur un plus long terme, stratégies d'arbitrage qui ont plutôt des durations plus courtes, hein, puisqu'elles sont plutôt liées à des événements temporaires, et puis également des stratégies d'event-driven, qui sont des stratégies, voilà, de restructuration, de changement de régime, qui sont plus irrégulières, mais qui, lorsqu'elles arrivent, offrent des opportunités assez intéressantes pour l'équipe de gestion. Yann, l'univers d'investissement, c'est la dette émergente. Est-ce qu'il y a, dans le fond, en fait, une obligation d'avoir 25 d'Amérique latine, 25 d'Asie? Est-ce que le fonds est contenu avec ce risque-là, la volatilité? Est-ce qu'il y a aussi un objectif de performance pour essayer d'éveiller, en fait, les CGP à cette classe d'actifs qui est rare, mais qui devrait, dans l'avenir, être sujet à beaucoup d'intérêt, en fait? Oui, alors l'objectif numéro un du fonds, c'est véritablement le pilotage de la vol et des drawdowns, hein. Ce qui peut paraître assez antinomique, hein, avec les pays que je viens de citer, qui peuvent parfois faire un petit peu peur, hein, parce que c'est des pays qu'on n'a pas l'habitude de retrouver dans les portefeuilles et dans les allocations des clients. Mais malgré tout, quand on prend le temps de s'y intéresser, quand nous avons de vrais experts sur les dossiers, il y a cette capacité à dégager de la performance, et de manière, encore une fois, complètement décorrélée. Donc, premier objectif, c'est la gestion de la volatilité, la gestion des drawdowns, hein, depuis la reprise, hein, de la stratégie en 2023, en fin 2023, par l'équipe de Philippe Petit, puisqu'on y reviendra peut-être, mais le fonds a été géré plutôt avec des critères un petit peu différents jusqu'en 2023, et c'est vraiment en 2023 que nous avons retravaillé le processus de gestion. Le drawdown maximum de la stratégie est à peine supérieur à 2%. Donc ça, c'est intéressant. Donc la liquidité, la faible volatilité, hein, qui se situe aujourd'hui et depuis fin 2023 aux alentours de 2,6%, et la gestion du drawdown sont vraiment les objectifs numéro un et principaux. Concernant la performance, l'objectif, hein, de performance de la stratégie, c'est taux sans risque plus 4 à 6%. Donc c'est largement ce que réalise le fonds depuis sa reprise fin 2023, mais c'est ce qu'il vise à produire. Ensuite, concernant l'exposition pays, vous me posez la question d'une exposition pays à 25%, par exemple. Alors ça, ce n'est pas possible, puisque nous avons des critères d'encadrement, c'est-à-dire qu'au maximum, un pays peut représenter 15% du portefeuille. Aujourd'hui, nous travaillons sur une vingtaine de stratégies dans le portefeuille, et avec également une limite par devise, hein, par change de moins 6 à plus 6% dans le portefeuille, parce que vous savez que nous pouvons être net short, et la limite par crédit est de 10%. Donc il y a des bornes d'encadrement, hein, qui sont largement respectées, hein, par l'équipe de gestion, on en est bien loin, mais qui permettent quelque part d'encadrer la gestion du portefeuille. Je vous parlais de liquidité tout à l'heure. Autre chose intéressante, c'est qu'en moins de 24 heures, l'équipe est capable de couvrir l'intégralité du portefeuille. Donc là aussi, nous avons une poche cash qui est assez intéressante et qui permet véritablement de se protéger en cas de retournement au marché, même si, encore une fois, chacune des 20 stratégies qui composent le fonds sont très indépendantes. Autre sujet peut-être qui peut être important, c'est que la stratégie est market neutre, hein, comme je le disais tout à l'heure, donc elle n'a pas de biais marché sur l'exposition nette, et elle n'est pas leveragée, c'est-à-dire que nous avons une exposition brute entre 100 et 120%, donc globalement, il n'y a pas ou très peu de leverage. Ça, c'est quelque chose qui peut être rassurant aussi pour un client, et qui peut être rassurant en termes de ratio de liquidité également.
Dans une approche patrimoniale, dans une allocation d'actifs, moi je travaille avec Fonds Screener. Moi j'utilise beaucoup la corrélation pour créer mes allocations d'actifs et j'ai testé le fonds Sirius avec d'autres fonds de dette émergente et d'autres fonds obligataires. Donc c'est un éventail qui est un petit peu très large. Et en fait, ce qui est plutôt intéressant par rapport au risque, et pour mettre ça dans une allocation défensive ou plutôt même on peut dire un petit peu opportuniste, il me semble cohérent d'ajouter ce fonds en fait dans les allocations par rapport à la volatilité, par rapport à la performance qui est très très régulière et qui peut permettre de toucher un environnement qui est encore un petit peu inconnu et qui longtemps a fait peur en fait. La dette émergente, c'est quelque chose qui a fait peur parce qu'il y a eu des chocs qui ont été assez importants. Et je pense que maintenant, avec le dollar qui baisse, avec la dédollarisation du monde commercial, je pense que là, on devrait retrouver ou trouver plutôt des sources de performance et de régularité qui me semblent opportunes. Oui, effectivement. Alors, vous parliez de la dédollarisation. Il y a deux sujets qui sont assez liés, assez parallèles. C'est la dévalorisation du dollar et aussi, par ailleurs, l'appréciation des métaux précieux et industriels. Les deux principaux exemples sont l'or et le cuivre et qui favorisent quelque part aussi les pays émergents qui, pour certains d'entre eux et pour un certain nombre d'entre eux, sont producteurs de matières premières. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, dans un portefeuille, oui, effectivement, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que l'on a essayé de bâtir chez Pictet, ce sont des stratégies qui sont chacune décorrélantes et qui permettent de désensibiliser les portefeuilles. Nous avons eu un certain succès sur une stratégie long short action qui est Atlas. Ce qui est assez intéressant de voir, c'est que les deux stratégies, Atlas et Sirius, qui sont toutes les deux SRI2, ont un niveau de corrélation qui est nul. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun biais qui pourrait entraîner à la hausse ou à la baisse la performance de Sirius concernant le portefeuille Atlas. Donc c'est ça qui est véritablement intéressant, c'est de juxtaposer des briques qui fonctionnent de manière autonome avec des parcours de performance qui sont singuliers, avec des stratégies de gestion qui n'ont pas grand-chose à voir, c'est-à-dire qu'Atlas, on est sur une stratégie action qui est gérée depuis Genève. Sirius, Philippe Petit est basé à Singapour, travaille sur les pays frontières avec une connaissance très spécifique, encore une fois, de cet environnement-là. Et c'est la juxtaposition de ces briques-là dans un portefeuille prudent qui permet justement d'avoir une construction de performance qui soit linéaire et qui soit stable dans le temps. Donc c'est en ça que notre proposition est la suivante, d'assembler ces briques-là avec un outil comme Phone Screener, par exemple, qui est un très bel outil, de valider la décorrélation des briques qui sont assemblées dans un portefeuille. Merci beaucoup Yann pour cet exposé en fait et pour être sensible aux approches du long short de tête émergente. Très belle expertise. Nous, ce qui nous apporte beaucoup, c'est aussi le référencement. Donc que les CGP qui pourraient être intéressés se rapprochent de vous et de votre équipe pour essayer de trouver les endroits où on peut souscrire ce fonds et même les autres fonds Atlas. Je le préconise également dans une allocation. Donc je remercie tous les CGP qui nous ont bien voulu nous écouter et on reste disponible. Yann, à Juste, toi le dernier mot. ouais, juste, je vais rajouter une chose qui est très très importante, c'est-à-dire que la stratégie Sirius est pilotée en dollars. La devise de référence du fonds est le dollar. Faites bien attention sur les plateformes. Nous avons fait le travail pour référencer la part HP, donc qui est la part H pour hedger sur l'euro-dollar. Et nous vous invitons à véritablement sélectionner la part HP et non pas la part PUSD qui subit la dépréciation du dollar. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Sélectionnez bien la part HP sur les plateformes de distribution. Le fonds est disponible presque partout aujourd'hui. Il y a encore quelques plateformes qui sont en attente de validation, ou alors ça a été validé mais pas encore complètement intégré. Mais globalement, le fonds est disponible sur toutes les plateformes avec lesquelles vous pouvez travailler, à condition qu'elles acceptent le référencement des stratégies article 6 au sens de la réglementation SFDR, puisque ce n'est plus le cas de toutes les plateformes aujourd'hui. Donc, à l'exception de celle-ci, le fonds est référencé quasiment partout. Merci Yann. Merci beaucoup Didier, à très vite.